Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour ce probablement dernier webinaire de l'année pour nous sur la démission silencieuse et sur quelle stratégie pour engager vos collaborateurs sur le terrain. On va patienter quelques instants le temps qu'un maximum de monde nous rejoigne, mais on ne va pas s'ennuyer pendant ce temps-là parce que ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu cet outil. C'est la première fois qu'on l'utilise, donc on a hâte d'avoir votre retour sur le sujet. Vous devriez voir sur votre droite différents petits pictogrammes, donc notamment un qui permet d'envoyer des messages sur un chat et également de poser vos questions. Vous allez également aussi avoir des sondages à votre disposition et un quiz à la fin pour toujours plus de fun. Pour présenter rapidement comment ça va se dérouler, on va avoir 3 grandes étapes, une analyse et un partage des bonnes pratiques sur ce sujet. La réaction à vos différentes questions et aux différentes interactions que vous aviez pu avoir sur le chat. Et à la fin, un petit cas pratique et un quiz pour être sûr que vous repartiez avec tous les éléments qu'il faut dans vos organisations respectives. Pour commencer, je vais lancer un premier sondage qui va nous permettre de nous mettre dans le bain. Hop. Donc, si vous aviez la possibilité de mettre en place une seule solution contre la démission silencieuse, vous choisirez plutôt, réponse 1, investir dans des enquêtes régulières sur la satisfaction des employés qui peuvent potentiellement créer un climat de surveillance et de suspicion parmi vos employés, ou réponse 2, miser sur la création d'une culture d'entreprise forte pour retenir naturellement les talents, mais qui demandent du temps pour s'établir durablement. Je vous laisse répondre à ce sondage et je vais en profiter maintenant pour vous présenter nos intervenantes. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Juliette Lahoule, qui est DRH chez Talkspirit, et Aline Bigot, account exécutive chez Zest. Alors, les premières réponses arrivent sur le sondage. On va pouvoir en parler rapidement. Il semblerait qu'une majorité d'entre vous souhaite plutôt miser sur la création d'une culture d'entreprise forte. On aura l'occasion d'en parler pendant ce webinaire, donc ça tombe bien. N'hésitez pas, Aline et Juliette, à réagir quand vous le souhaitez, bien évidemment, sur ces différents sondages. L'objectif, c'est qu'on passe tous un bon moment et que c'est qu'il y ait un maximum d'interaction entre nous tous et toutes. Pour rappeler rapidement le thème qu'on aborde aujourd'hui, donc comprendre la démission silencieuse sur le terrain. Donc ça sera le premier conseil, les premiers conseils d'Aline. Mais pour vous rappeler un petit peu le thème d'aujourd'hui, donc la démission silencieuse, c'est le phénomène où les employés quittent leur poste sans signaler ouvertement leur insatisfaction. Aujourd'hui, on va se focus sur les raisons profondes derrière ces démissions des collaborateurs sur le terrain, car c'est un phénomène qui peut avoir un impact significatif sur la stabilité et la croissance de nos organisations. Au cours de cette session, comme je vous l'ai dit, on vous invite à partager vos expériences, vos questions, et grâce à Juliette et Aline, on va pouvoir se pencher sur les nuances, les implications et les stratégies pour détecter, comprendre et prévenir ces départs non anticipés. On va pouvoir donner la parole à Aline. Bonjour à tous. Merci Yusra pour l'intro. Pour commencer, en effet, alors pour aller peut-être plus loin sur la partie quiet quitting, bien sûr, la conclusion, ce qui peut arriver à l'issue de quelques mois, voire années de quiet quitting, ça va être une véritable démission. Quand on parle de quiet quitting, c'est surtout aussi le fait, en fait, de se désengager au fur et à mesure, tout en restant dans son poste. Et c'est un phénomène qui fait beaucoup parler de lui. Cette année, on a eu 40 millions de vues sur TikTok avec des sujets et des hashtags autour du quiet quitting. Donc, qu'est-ce que ça veut dire véritablement et d'où ça vient? Et peut-être pour commencer, un petit quiz. Je vous laisse la parole sur ça. Selon vous, comment la démission silencieuse impacte-t-elle l'entreprise? Est-ce qu'elle diminue la performance globale de l'entreprise? Est-ce qu'elle écarte les employés insatisfaits et conserve les plus motivés? Est-ce qu'elle entraîne une baisse du turnover? Et la dernière question, je ne l'ai plus sous les yeux, est-ce qu'elle impacte négativement la performance?
Je vous laisse réagir à ce sondage. En attendant, pour vous donner un petit peu de contexte sur la démission silencieuse. Donc déjà, ce qui va être intéressant de noter sur cette fameuse démission, c'est tout simplement que souvent on va dire, bon bah voilà, j'ai un salarié qui se cantonne à son poste, qui a vraiment arrêté quasiment de travailler, il fait le strict minimum, il est 100% désengagé, mais c'est vraiment un individu. Alors qu'en réalité, on constate que c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus profond. Le nombre de revues et de reposts sur TikTok en parle justement. De ce fait, c'est quelque chose de très systémique. On observe depuis 30-40 ans une transformation de l'importance que les personnes mettent dans leur travail. À savoir que auparavant, donc par exemple dans les années 90, 60% des personnes estimaient que le travail était central dans leur vie, alors qu'en 2021, seuls 24% des personnes interrogées répondaient la même chose. Donc, une des raisons pour lesquelles, justement, le travail est de moins en moins central, c'est tout simplement parce que les collaborateurs ont de plus en plus de temps libre. On a eu l'avènement des 35 heures, les RTT, etc. Donc, on est vraiment passé d'une société du travail à une société du loisir qui forcément a un impact sur la vision que les personnes ont de leur travail. Par exemple, en 2022, une étude de Zeti montrait que pour les collaborateurs, plus de 59% d'entre eux estimaient qu'un des objectifs principaux de leur carrière, c'était d'atteindre un équilibre entre la vie pro et la vie privée. En plus de ça, c'est un phénomène, donc cette décentralisation du travail qui s'est amplifiée depuis le Covid, puisqu'à l'issue du Covid, dans les jeunes générations entre 25 et 34 ans, 46% disaient être encore moins engagés et moins motivés au travail qu'avant la crise. Et c'est un phénomène qu'on retrouve aussi sur les populations terrain, où 34% des populations terrain se disent depuis la crise Covid moins motivées au travail. Si on regarde un petit peu de plus près justement ces populations de terrain, qu'est-ce qui va expliquer justement quelles sont les répercussions directes pour ces collaborateurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement perméables à la démission silencieuse? Alors, il y a pas mal d'éléments qui vont expliquer ça. Déjà, le premier, c'est la perte de sens au travail. Un travail qui prime moins, qui est moins central, forcément, on va avoir tendance à peut-être moins croire au fait qu'il est absolument essentiel. Et donc, les organisations, les entreprises, ceci étant, n'ont pas forcément fait le pas en avant vers le collaborateur pour lui redonner du sens dans son quotidien. Cette problématique-là, on la retrouve aussi liée au fait qu'il y a une culture de la performance à outrance qui s'est amplifiée. On demande de plus en plus aux salariés d'être productifs et forcément sur des chaînes de production, sur des travails terrain, ça va beaucoup se retrouver. Et la problématique autour de ça, en fait, c'est que ça va être des objectifs extrêmement quantitatifs qu'on leur donne, très héroïstes d'un point de vue pécunier. Et le problème, c'est que là-dedans, en fait, plus on va augmenter ces cadences, moins on va solliciter la collaboration, en fait, entre les équipes. Et cette espèce de cloisonnement des salariés va aussi avoir un impact immense, en fait, sur leur engagement au travail. En plus de ça, le manque de communication sur pourquoi est-ce qu'on donne ces objectifs, ça aussi, forcément, ça va désengager le collaborateur qui ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on essaye de le presser, là où, en fait, justement, pour lui, c'est le loisir qui prime. Le travail, ce n'est qu'une manière, de plus en plus, d'avoir suffisamment d'argent à dépenser dans ses loisirs. Un autre élément clé qu'on constate par rapport à ces démissions silencieuses, c'est le rôle extrêmement important qu'ont les managers de proximité. Aujourd'hui, les managers de proximité, et c'est beaucoup le cas en France où on a une culture en fait de l'évolution professionnelle qui fait attendre à une augmentation liée à un nouveau poste de manager. La problématique que l'on constate beaucoup, et a fortiori sur des populations peu qualifiées, ça va être le fait que certains salariés qui sont extrêmement performants dans leur travail vont passer au statut de manager sans pour autant avoir particulièrement, en fait, ni d'appétence ni de compétences spécifiques pour ces sujets-là. Et donc, le manque de formation de ces managers, le manque d'outillage aussi pour qu'ils puissent répondre à leurs objectifs, va forcément aussi avoir un impact négatif et une répercussion négative sur le bien-être au travail du collaborateur qui pourra de facto être plus désengagé. Et enfin, le dernier élément, c'est aussi le manque de vision et de carrière pour ces collaborateurs.
J'entends très souvent des DRH me dire « Oui, mais bon, mes populations des terrains, de toute façon, elles vont passer leur vie sur un poste, ça ne va jamais changer. Donc, au final, je ne peux pas faire grand-chose pour eux. Je ne vois pas pourquoi je leur apporterai des formations en plus. On s'arrête aux formations vraiment réglementaires, point. » Ça, c'est un gros problème aussi, parce que c'est pas parce qu'on n'évolue pas dans son poste qu'on n'a pas envie d'évoluer dans la manière dont on remplit en fait ses objectifs. Et donc, on voit beaucoup en fait les entreprises qui apportent moins de propositions de formation vont aussi avoir une tendance à avoir des salariés de plus en plus désengagés et donc faire face à ces problématiques de démission silencieuse. Les impacts de cette démission sur les entreprises, alors déjà, ça va avoir un impact immédiat sur la performance. Donc, chers amis RH à qui on s'adresse aujourd'hui en particulier, j'entends beaucoup d'entre vous qui ont des problématiques pour faire valoir l'importance du bien-être au travail à la direction qui a tendance à avoir une approche parfois beaucoup trop axée sur le chiffre d'affaires. Et bien là, on a des chiffres extrêmement parlants. C'est une enquête de l'IBET en 2022 qui disait que en fait, le coût moyen par salarié désengagé, c'est 14 310 €. Et donc là-dedans, on ne met même pas tout ce qui est absentéisme et turnover, qui sont des coûts énormes également, bien sûr, pour l'entreprise. 14 310 €, c'est le montant, en fait, qui représente la perte de productivité du salarié dû au fait qu'il se contente de faire le moins possible dans son poste. Donc, répercussion immédiate, numéro 1. Ensuite, si on regarde le verre un peu plus à moitié plein, il va aussi y avoir cette idée de questionner, en fait, si on constate qu'il y a de la démission silencieuse, qu'il y a beaucoup de désengagement dans sa structure, c'est de questionner, en fait, s'il y a des dysfonctionnements en interne. En fait, les salariés qui sont désengagés, ce n'est pas forcément des personnes qui ont la flemme, pour utiliser des expressions du quotidien. C'est peut-être aussi tout simplement des véritables personnes qui sont lanceurs d'alerte parce qu'il y a des problématiques de souffrance, de risques psychosociaux. Et donc, ça va être aussi l'occasion, justement, de déployer une stratégie en interne pour pouvoir apporter des solutions et transformer son organisation. Justement, par rapport à cette transformation de l'organisation, le déploiement en fait d'une stratégie pour réengager les collaborateurs, ça peut passer par plusieurs éléments. Chez Zest, on est assez convaincus de l'opportunité de mettre en place un cercle vertueux de l'engagement. On accompagne beaucoup de structures, comme par exemple Célio, 1600 collaborateurs. Au sortir du Covid, ils avaient des vrais problèmes d'engagement. On le voit beaucoup dans le secteur du retail. Et pour pallier à ça, ils ont mis en place en fait deux principaux axes. Le premier, c'est la partie écoute collaborateur. Quand on parle d'écoute collaborateur, on va notamment préconiser pour commencer tout simplement un baromètre social. L'intérêt, en fait, ça va être d'aller capter les bruits de couloir et vraiment de pouvoir avoir des données objectives là où les bruits de couloir ne suffisent plus. Donc, l'idée, c'est vraiment, grâce à ces baromètres sociaux, de pouvoir vraiment évaluer votre niveau de qualité de vie et conditions de travail. C'est la première brique et l'avantage, c'est qu'on peut le faire de manière 100% anonyme, ce qui justement pourra empêcher le collaborateur d'avoir peur d'être jugé dans ce qu'il va dire. Et donc, de ça va vraiment être des briques énormes pour pouvoir permettre de déployer une stratégie RH avec des plans d'action à fort impact et des forts leviers pour la motivation du collaborateur. Le deuxième élément, c'est aussi d'œuvrer à l'échelle micro, pour le coup, c'est-à-dire, en plus de cette approche globale, permettre en fait aux managers, les équiper d'un outil qui leur permette de mieux suivre les collaborateurs, de recenser leurs besoins en formation, leurs souhaits de mobilité, d'évolution, de salaire, etc. Donc, on va parler de la digitalisation, tout ce qui est entretien professionnel, entretien annuel, etc. Et donc, grâce à ça, on va vraiment avoir un double levier, que ce soit global et à l'échelle individuelle, pour permettre de déployer une stratégie d'engagement global au sein de votre structure. Merci beaucoup, Aline, pour toutes ces infos. On va pouvoir revenir sur le sondage qu'on a partagé au début de ton intervention. Alors, aujourd'hui, selon vous, comment la démission silencieuse impacte-t-elle l'entreprise? Donc, une majorité des répondants ont indiqué qu'elle impacte négativement la performance globale de l'entreprise. Est-ce que cette réponse te convient par rapport à ce que tu nous as partagé?
Jusque-là, on est vraiment complètement d'accord. En fait, quand on parle de cette performance, là, je vous ai présenté des chiffres, mais au-delà de ça, ce qui va être aussi très important de prendre en considération, c'est le fait qu'un salarié désengagé, il ne travaille jamais tout seul au final. Il est dans des équipes, il a des managers, et plus on a de personnes désengagées, plus ça va avoir un effet boule de neige en fait sur les autres salariés, qui eux ont l'impression de travailler plus pour compenser ce désengagement, qui ne comprennent pas non plus. Donc il y a vraiment une souffrance en fait des deux côtés, du côté du collaborateur désengagé, mais aussi du côté des personnes avec qui il va travailler. Merci beaucoup, Aline. Je vais donner la parole maintenant à Juliette. Donc, Aline nous a présenté les raisons de cette démission silencieuse. L'idée maintenant, c'est quand même de penser à des solutions pour prévenir cette démission silencieuse. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir les conseils de Juliette sur le sujet. Avant de commencer, Bonjour à tous. Pardon. Voilà, c'est moi. Je vous partage un sondage. Donc, quels sont les signes avant-coureurs de la démission silencieuse des employés sur le terrain? Un employé qui fait de moins en moins de pauses, une baisse de la productivité, une réduction des échanges par email, une diminution de l'enthousiasme. Je vous laisse répondre à ce sondage pendant l'intervention de Juliette et je te rends la parole, Juliette. Merci Yousra. Écoutez, je suis ravie déjà d'être parmi vous aujourd'hui. En tant qu'RH, je suis particulièrement sensible à ces sujets puisqu'il impacte directement le périmètre dans lequel je suis. Donc, je suis contente d'avoir cette tribune aujourd'hui. Alors, pour parvenir à diminuer les démissions silencieuses, il faut donc clairement revoir ses priorités et notamment ses priorités RH. Il me semble indispensable aujourd'hui de replacer le collaborateur au centre de ses priorités dans l'entreprise, notamment grâce à la mise en place de stratégies de rétention efficaces. On entend par rétention, la rétention, ce n'est pas retenir à tout prix, mais se dire, a-t-on bien tout mis en œuvre pour pallier au départ d'un collaborateur si cela n'était pas souhaité. Donc, pour répondre à cette question, j'ai choisi 4 pistes d'action à suivre. Tout d'abord, alors attends, je vais passer en même temps. Hop, non, j'y suis pas. Non, c'est bon? Ok. Tout d'abord, comprendre les motivations des collaborateurs. Se sentir écouté, c'est la première brique de la compréhension. Donc, tout d'abord, identifier les facteurs qui motivent vos collaborateurs. Ces facteurs varient d'un individu à l'autre, car chacun a son propre leitmotiv. Chaque personne est différente. Certains peuvent être drivés par la rémunération, d'autres par le titre, et ainsi de suite. Et pour cela, il est nécessaire de mener des entretiens individuels réguliers, à la fois côté manager et doublés par les grands rendez-vous RH, ce qu'on appelle plus communément la people review, qui permet de comprendre ses besoins ou tout simplement de prendre connaissance de ses aspirations professionnelles. Enfin, il est important de garder à l'esprit cette agilité côté RH et directionnelle pour savoir être flexible et ajuster les politiques de l'entreprise en fonction des besoins changeants des collaborateurs, car de nos jours, ces besoins sont en constante évolution et c'est souvent la friction qu'on peut trouver entre les RH et puis finalement le monde du travail aujourd'hui, c'est de pouvoir être justement au fait et répondre aligné aux besoins qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Ensuite, le deuxième levier d'engagement dont j'ai voulu vous parler fait écho aux motivations vues juste avant. Et il s'agit donc de la reconnaissance, les récompenses et les avantages. Comme pour le premier levier, il s'agit dans un premier temps d'identifier et reconnaître les contributions de vos collaborateurs et bien sûr les partager à l'ensemble de l'entreprise pour justement la mise en valeur du travail effectué. Pourquoi faire plus si ce n'est pas reconnu? C'est la question qui revient souvent. Et donc, cette notion de reconnaissance est primordiale aujourd'hui pour l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Ensuite, nous parlons beaucoup ces dernières années des avantages sociaux qui aujourd'hui prennent une place tout aussi importante que la rémunération. Ces avantages viennent réellement compléter la rémunération et s'inscrire dans le package final que l'on peut proposer à une future recrue. Et on a tendance à confondre les avantages
obligatoires, type le remboursement à 50% des titres restaurants ou du transport, et les réels avantages supplémentaires qu'une entreprise peut proposer, peut mettre en place, type la santé, le régime de retraite, les primes de vacances, les jours de congés supplémentaires, la fameuse semaine de 4 jours dont tout le monde parle. Donc, c'est important de bien identifier les avantages qu'on peut proposer et les confronter au marché et à ce que le marché propose aujourd'hui. Ensuite, de nombreuses études révèlent que l'idée de faire carrière n'attire plus la majorité des répondants aujourd'hui, préférant le bien-être et l'équilibre de vie. 80% des actifs délaissent l'ambition professionnelle. Et donc, l'épanouissement et l'équilibre de vie sont dorénavant prioritaires. Malgré son importance, la rémunération n'est plus le seul critère, avec 62% des salariés qui privilégient le contentement au travail contre 38% la rémunération. Et donc, cette conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est le principal facteur de satisfaction qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et ainsi, 58% des Français sont prêts à renoncer à une promotion pour préserver ce bien-être au travail. Et enfin, définir un plan de carrière avec vos collaborateurs va non seulement les persuader de s'investir dans leur travail, mais va également leur donner une vision à plus long terme, puisque c'est le commun des mortels que de vouloir savoir où est-ce que l'on va. Cette notion de développement professionnel, et surtout quand elle n'est pas présente et quand on arrive au constat de l'ennui ou de l'absence de défi, est souvent l'un des facteurs de démission silencieuse. Et petit parallèle, c'est vrai qu'avec ma casquette de recruteuse aujourd'hui, j'entends beaucoup de candidats qui quittent des emplois pour, c'est souvent la même raison, c'est je pars car je n'apprends plus. Passons au troisième levier maintenant, le leadership. Alors, je ne sais pas si c'est bon, vous voyez le... Ouais, c'est OK? OK, parfait. Donc, le troisième levier, le leadership positif. Le rôle du manager est crucial pour les employés, car c'est lui qui va donner la cadence, qui va donner le là, et qui est responsable de la performance individuelle. Et donc, il est indispensable de former vos managers à être l'exemple à suivre et à analyser, bien sûr, leur gestion d'équipe, notamment sur la gestion constructive des conflits, pour qu'en cas de manquement, vous puissiez arriver avec un plan de formation pour les accompagner eux aussi à répondre à ces enjeux. Examiner collectivement les causes d'une erreur, c'est ainsi transformer ces erreurs en opportunités d'apprentissage, et le dialogue ouvert et honnête est primordial pour répondre à cet enjeu. Enfin, les managers sont également les plus à même de connaître personnellement chaque employé et de savoir quelles sont leurs forces, leurs objectifs, leurs faiblesses pour justement prioriser ces tâches et les déléguer efficacement. Et enfin, le dernier levier, c'est comme communication. Tout d'abord, alors la mise en place d'outils internes pour faciliter le partage d'informations et ainsi établir une communication ouverte et régulière. Et on entend par là une solution agile qui puisse s'adapter aux besoins d'accessibilité rapide des collaborateurs. Aujourd'hui, notre connexion à l'information a triplé sur ces dernières années et il faut savoir s'adapter avec des outils d'entreprise au plus juste finalement des habitudes qu'ont les collaborateurs dans leur vie de tous les jours sur les autres outils type réseaux sociaux par exemple. Et donc la solution TalkSpirit aujourd'hui va justement permettre de répondre à ces enjeux, notamment avec cette version mobile qui va être directement liée répondre finalement à ce besoin des collaborateurs sur le terrain de pouvoir avoir sans forcément un desktop ou forcément une connexion optimale, de pouvoir avoir accès rapidement à l'information puisque son téléphone, on l'a tous les jours avec nous. Donc voilà, donc c'est un des enjeux qui est important aujourd'hui parce qu'une bonne communication
communication réside également dans sa régularité. Cela nous amène à l'environnement dans lequel nous évoluons et à cette fameuse culture du feedback dont je vais vous parler juste après. Nous connaissons tous aujourd'hui la culture du feedback, la culture de la transparence sur l'accessibilité à l'information et aux données pour l'ensemble des collaborateurs, mais c'est également dans les comportements de chacun au quotidien que l'on va faire reposer la perception d'une organisation ouverte et honnête. Faire évoluer les systèmes de reporting et de gouvernance, c'est un début. Mais la transparence est un enjeu qui dépasse largement les simples questions de procédure et d'organisation. Pour cela, on va retrouver beaucoup de grands items, assumer qu'on ne peut pas tout dire et clarifier la frontière entre ce qui doit être dit et ce qui doit rester confidentiel, communiquer avec tact pour éviter que la transparence justement ne fasse plus de bien que de mal, demander l'exemplarité à vos managers, le point qu'on a abordé juste avant, et l'information reçue par les employés qui aujourd'hui ne doit plus simplement les aider à réaliser leurs tâches au day-to-day, mais elle doit aussi leur permettre de mieux comprendre comment l'entreprise fonctionne dans son ensemble pour pouvoir s'y inscrire. Merci beaucoup, Juliette, pour tous ces conseils. On a maintenant le résultat du sondage. Donc, quels sont les signes avant-coureurs de la démission silencieuse des employés sur le terrain? Donc, un employé qui fait de moins en moins de pauses, une baisse de la productivité, une réduction des échanges par email ou une diminution de l'enthousiasme. Donc, la grosse majorité, la moitié, a répondu une baisse de la productivité et juste ensuite, on retrouve une diminution de l'enthousiasme. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évaluation de ces signes avant-coureurs? Mais c'est exactement ça. Je pense que les deux critères relevés sont effectivement des signes avant-coureurs de cette démission silencieuse parce que justement, le quiet quitting repose sur le fait il ne consiste pas à quitter son emploi, mais à l'exécuter d'une manière strictement minimale. Donc faire vraiment le minimum de ce qu'on peut faire et donc qui traduit derrière un manque d'engagement, d'intérêt, de mise en avant des forces du collaborateur dans ses propres missions et ses propres enjeux et à vue macro dans celle de l'entreprise. Merci beaucoup, Juliette. Aline, je ne sais pas si tu souhaites rebondir aussi sur ces réponses. Est-ce que tu valides? Alors, je les valide à 100%, évidemment. Non, je voulais plutôt rebondir aussi sur ce que Juliette présentait, sur l'importance de la communication et le fait d'avoir aussi une communication qui puisse atteindre jusqu'aux populations de terrain, donc sur du mobile. Je discute au quotidien avec des DRH qui me disent, dans ma structure, on était 100, 200 collaborateurs, on était une structure familiale, le PDG passait sur les chaînes de prod, etc. Donc, la communication, c'était top. Mais en fait, quand on passe de 500 000 collaborateurs, c'est plus du tout possible en fait de fonctionner comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper important vraiment de pouvoir garder l'engagement des collaborateurs en communiquant en fait avec d'autres systèmes que simplement se dire que le bouche à oreille ça va suffire, que le bureau ouvert du DRH ça va suffire, parce que malheureusement en fait sur des grandes structures c'est une bonne intention mais qui est vouée à l'échec parce que il faut aussi tenir compte en fait de la taille de sa structure. Donc voilà, j'étais très d'accord avec ce que Juliette disait. Super, merci beaucoup. On va pouvoir retirer ce sondage. On va passer maintenant à la suite, donc au cas pratique et donc au quiz sur la démission silencieuse qui a été élaborée par nos expertes. L'objectif, c'est, suite à la présentation d'Aline et de Juliette, de venir tester vos connaissances sur comment améliorer l'engagement de vos équipes. Donc, on va vous partager à chaque fois une question. Vous allez avoir quelques secondes pour y répondre. L'objectif, c'est d'être le plus spontané possible par rapport à ce que vous avez retenu de nos échanges. On va commencer avec la première question. Donc, pourquoi les salariés sur le terrain sont particulièrement perméables à la démission silencieuse? Est-ce que c'est à cause du manque de compétences, de l'absence de formation continue, du sentiment d'isolement et de déconnexion ou de la résistance au changement?
à vos votes. N'hésitez pas aussi à nous expliciter vos votes dans le chat. Ce sera un plaisir d'ajouter ça à nos réflexions pour essayer de co-construire ensemble les meilleures réponses sur ce sujet. Alors, on a déjà eu pas mal de retours. On attend les derniers sur ce sujet. On va donc partager le résultat. Donc, la réponse qui a rencontré le plus grand nombre de répondants, c'est le sentiment d'isolement et de déconnexion de la part des salariés sur le terrain. Ouais, c'est intéressant comme retour. C'est un bon lien avec ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait qu'on cloisonne les collaborateurs avec des objectifs très individuels. On les incite de moins en moins en fait à travailler en équipe et ils sont pas connectés en fait non plus avec les volontés et les objectifs de la direction. Donc à partir du moment où la direction ne communique pas assez bien en fait avec ses équipes terrain, ce sentiment il va être forcément renforcé et c'est vraiment ça qui fait que ces salariés sont vraiment perméables à cette démission silencieuse. Ensuite, l'absence de formation continue, pour moi, c'est vraiment une des causes aussi. Le collaborateur, au final, qui est quelque part mis au placard, en fait, puisque il n'y a pas d'évolution possible, mais en plus de ça, on ne le forme pas, forcément, ça va avoir aussi un impact sur son niveau d'engagement et de motivation. Ensuite, la résistance au changement. Il y a quelques votes sur cette partie-là. Je pense que c'est aussi une bonne réponse. Ça peut l'être, en tout cas. Non pas de la part du salarié, mais tout simplement, en fait, on voit quand il y a des plans de transformation d'une entreprise, s'il n'y a pas suffisamment de communication et d'enquête pour comprendre si les salariés ont bien compris en fait les nouvelles transformations, à ce moment-là, en fait, on va avoir un décrochage et le plan de transformation ne va pas fonctionner parce que les équipes terrain n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait ces souhaits de transformation. Donc, en fait, quelque part, ce décrochage peut se traduire justement en termes de résistance au changement. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Juliette, si tu souhaites aussi ajouter quelque chose sur le sujet. Non, je suis alignée avec ce qu'Aline a dit. Ça fait écho effectivement à ce que j'ai pu dire également sur ce sentiment d'isolement et de déconnexion, d'où l'intérêt justement d'avoir ces grands rendez-vous RH. La formation en continu, j'irai même plus loin sur un plan de carrière finalement. Où est-ce qu'on va? C'est toujours important d'avoir une projection et de s'inscrire dans cette projection. Donc voilà, alignée. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la question suivante. Alors, comment mieux engager les collaborateurs sur le terrain? Donner du sens au travail des collaborateurs, encourager l'utilisation d'un outil digital, retirer des responsabilités aux collaborateurs ou mettre en place des rencontres entre collaborateurs sur site et sur le terrain. On va laisser nos participants répondre. Très intéressant comme question, parce que je pense qu'il y a un peu des sens cachés qui peuvent se retrouver derrière chez certaines réponses. N'hésitez pas à challenger les réponses de nos intervenantes. Elles adorent les débats, donc c'est le moment d'animer le chat sur le sujet. Alors, eh bien, les participants sont pour l'instant unanimes. Ah non, ça vient de changer. Donc à 94%, donner du sens au travail des collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos intervenantes? Juliette, peut-être si tu veux commencer?
Oui, ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des premiers leviers d'engagement. On a besoin de comprendre encore plus aujourd'hui, depuis ces dernières années. On a quand même vécu pas mal de choses avec cette crise sanitaire, une remise en question aussi de la place du travail dans notre vie. Donc, le sens au travail est un des premiers leviers qui aujourd'hui fait venir un collaborateur et surtout engage un collaborateur dans un projet. Après, sur les autres réponses, encourager l'utilisation d'un outil, c'est ce que je disais. Le lien et la connexion est forcément nécessaire pour pouvoir engager ses collaborations à travers cette communication régulière et cette accessibilité à l'information. Retirer progressivement des responsabilités. Alors ça, c'est déterminé finalement par la people review, par les rendez-vous RH qu'on peut mettre en place pour savoir si ce critère fait qu'aujourd'hui, le collaborateur est désengagé, n'a plus envie. Peut-être que c'est effectivement un périmètre, des missions qui ne sont pas adaptées à ce qu'il a envie de faire et à son plan de développement de carrière. Donc, c'est un axe qui est effectivement à déterminer avec des rendez-vous RH. Et ensuite, il me semble qu'il y avait rencontre entre les collaborateurs terrain et non terrain, c'est ça? Ouais, c'est des journées ludiques Alors moi, entre les je suis collaborateurs. très friande des vies ma vie. Je trouve que c'est important quand on peut se le permettre dans une organisation d'organiser des journées de vie ma vie, de pouvoir se mettre à la place d'un de ses collègues, comprendre quels sont les enjeux de son collègue, ses difficultés et avoir ce partage aussi de force et de bonnes pratiques en se mettant à la place de l'autre. Donc, je dirais oui aussi. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. C'est Pour intéressant. rebondir, ouais. Vas-y, Aline, vas-y. Ouais, je vois qu'on a Damien aussi dans le chat qui dit oui, le sens, c'est central, ça ne se décrète pas, ça nécessite des espaces de dialogue sur le travail et le sens du travail. Et en fait, moi, je suis très raccord avec ce que Juliette disait et ce que Damien dit aussi dans le chat. Le fait est qu'aujourd'hui, pour mieux engager les collaborateurs terrain, il faut vraiment réussir en fait à sortir du carcan du travail du quotidien. Et ça, c'est très difficile en fait à faire entendre dans des structures qui forcément sont très héroïstes, c'est normal. Mais en fait, plus on va avoir une culture de la performance, plus on va pouvoir aussi désengager les collaborateurs et plus ça va avoir un impact sur justement les chiffres d'affaires. Donc en fait, prendre du temps qui de facto ne va pas engendrer d'argent dans l'immédiat, c'est-à-dire un temps de qualité pour le dialogue, l'échange, la réflexion, c'est aussi en fait sur du moyen voire long terme engendrer plus de profit pour l'entreprise. Donc c'est toute la problématique et la difficulté en fait de faire valoir les stratégies RH comme des stratégies ayant des répercussions pécuniaires en fait sur l'entreprise, bien sûr. Merci beaucoup, Aline, pour ce complément de réponse. C'est intéressant parce qu'il y a peu de temps, on a organisé un webinaire autour de la performance organisationnelle et revenait aussi, bien sûr, ce sujet de donner du sens. Et c'est vrai que la compréhension qu'il y a autour de donner du sens au travail n'est pas toujours la même selon tout le monde. Pendant un moment, c'était j'ai besoin de me dire que ce que je fais, ça sert à quelque chose, mais au niveau sociétal, quoi. Et on comprend aussi qu'il y a un sens qui est beaucoup plus proche de nous, qui est comprendre ce que je fais tout court, en fait, le pourquoi je le fais au sein de l'organisation. Donc, merci beaucoup pour vos réponses sur le sujet. Question suivante maintenant. Alors, la question suivante. Choisissez les bonnes pratiques de management pour éviter la démission silencieuse. Est-ce que c'est faire connaissance avec les collaborateurs et créer un lien d'amitié? Est-ce que c'est faire immédiatement remonter les conflits aux supérieurs? Est-ce que c'est transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage ou créer un climat ouvert au dialogue? On vous laisse nous faire vos retours sur le sujet. Alors, il y a Damien qui nous disait que les vies ma vie, c'est top, mais que cela nécessite un climat social pas trop dégradé.
Qu'est-ce qu'on en pense, Juliette? Non, et effectivement, mais de toute manière, quand on tire un fil RH, il y a 10 fils RH qui sortent, hein, tout se recouple, tout se regroupe, tout se mélange. Donc effectivement, il y a un vrai travail sur les fondations RH à faire, pour justement pouvoir déployer au mieux et comme je le disais, tout à l'heure, s'adapter, s'adapter. Les pratiques RH, d'hier, sont pas celles de demain, elles sont rapidement obsolètes et c'est comment on va venir, s'adapter au mieux tout en gardant ces fondations qui ont fait leurs preuves aujourd'hui, mais en étant agile aussi, à faire, évoluer rapidement les choses, et identifier, les problèmes et amener une solution, ce qu'on appelle des quick wins, rapides, et efficaces pour pouvoir y pallier. Ah, il y a une question aussi sur, qu'est-ce qu'un vie ma vie? Ouais, le Vimavi, Aurore, c'est, la pratique qui consiste en fait à proposer, à un collaborateur d'un métier dédié, d'aller, faire une journée, ou plus, ou même 1 heure, hein, ça dépend des formats bien sûr, dans, les baskets d'un autre, métier. C'est quelque chose qu'on va, souvent voir aussi comme pratique, positive sur un onboarding où on va, par exemple inviter un collaborateur, sur 1 semaine à aller, voilà, vivre un petit peu les métiers, le terrain, le marketing et cetera et ça va avoir des super répercussions puisque, bah, d'une part, ça va encourager, en fait, le dialogue, les rencontres entre des métiers qui, bah, en fait, au quotidien, ne parlent pas forcément, ne communiquent pas forcément et en plus, la compréhension de la difficulté, du métier de l'autre, quel qu'il soit. Donc c'est une super pratique, qu'on le fasse pendant l'onboarding ou justement, pendant des temps forts, de cohésion d'équipe, au quotidien, en fait, dans les temps forts de l'année, quoi. Merci beaucoup pour cette précision. On va pouvoir maintenant passer aux résultats. Ce qui est arrivé en tête, c'est créer un climat ouvert au dialogue et ensuite transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage. Est-ce que Juliette, peut-être, tu veux te lancer sur le sujet? Yes, l'un va avec l'autre, donc créer un climat ouvert au dialogue, yes. Et par-delà, j'entends aussi, être capable de pouvoir aussi, en tant que manager, par exemple, donner ses erreurs, dire ses erreurs, décomplexifier, justement pour pouvoir, permettre ce droit à l'erreur, que beaucoup d'employés cherchent aujourd'hui, et donc en créant ce climat ouvert et en ayant, cette capacité à se dire, «Bah, voilà, moi aussi, j'ai été confrontée à une problématique, moi aussi j'ai fait une erreur», mais transformer justement, les résultats, de cette erreur en opportunité d'apprentissage pour l'ensemble de son équipe. Donc c'est la première brique et puis ensuite effectivement, c'est ce que je disais donc transformer les erreurs, mais ça intervient effectivement forcément dans un climat ouvert au dialogue, de confiance, partagée. Et je suis hyper d'accord, alignée avec toi Juliette sur cette partie-là. Je trouve que la thématique sous-jacente aussi de cette question sur les bonnes pratiques de management, ça va être comment est-ce qu'on encourage, ces bonnes pratiques de management. Moi, je le vois beaucoup, dans des structures qui essaient de transformer, leur organisation et l'engagement. Ce qu'ils vont faire, c'est aussi, en fait, sonder leurs managers, de manière anonyme ou non, en fonction du niveau de transparence qu'on a dans l'entreprise, tout simplement pour comprendre si eux se sentent outillés pour pouvoir mettre en place ces bonnes pratiques, ces bons dialogues. Parfois, en fait, vu qu'ils n'ont pas eu de formation en management, justement, devenir copain-copain avec leurs équipes, c'est la meilleure manière dont eux, ils perçoivent le management puisqu'ils ne savent pas comment faire. Donc, c'est vraiment aussi essayer de mettre en place un dialogue avec les managers spécifiques pour comprendre leurs besoins, pour qu'eux puissent justement avoir un management positif sur leurs équipes. Merci beaucoup pour, ces réponses. On va pouvoir maintenant passer à la dernière question de ce quiz. Donc, comment améliorer, la communication au sein de son organisation? Mettre en place un outil de communication interne, limiter les échanges entre certaines parties prenantes de l'organisation, adopter une newsletter interne permettant de diffuser des infos clés en interne ou instaurer la culture du feedback. On vous laisse nous faire un retour sur le sondage.
commence déjà à avoir quelques retours sur le sujet. Peut-être clarifier rapidement, enfin reclarifier la notion de culture du feedback. Je sais que Juliette, c'est un grand sujet que tu travailles chez nous. Exactement, donc deux leviers sur cette culture du feedback. Comme je l'ai dit juste avant, c'est effectivement l'accessibilité à l'information et aux données de l'entreprise, donc qu'elles soient partagées avec l'ensemble des collaborateurs. Donc ici, on peut parler de politique de rémunération, par exemple, mais aussi de toutes les décisions stratégiques de l'entreprise, qu'elles puissent toutes être communiquées aux collaborateurs pour qu'eux-mêmes aient du sens derrière tout ça, comprennent aussi quelle est leur position. Et comme je le disais, pas seulement pour les aider à savoir quelle est leur position dans tout ça, mais pour aussi les aider à comprendre ce que l'entreprise fait sur le marché, comment elle a envie de se positionner et comprendre finalement après derrière pourquoi leurs objectifs sont positionnés et pourquoi leurs enjeux sont ceux-là. Donc ça, c'est le premier levier. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui va être culture du feedback. Former ces managers à avoir cette posture du feedback, pouvoir communiquer, pouvoir transmettre une information. C'est jamais facile de toujours tout dire, mais travailler justement sur cette communication avec tact pour pouvoir aider à débloquer ces problématiques qui sont souvent dues à un manque de partage d'informations, de communication, d'avis sur un sujet, sur un employé ou sur un autre manager. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, les résultats maintenant qu'on va pouvoir analyser ensemble pour ce quiz. Donc, ce qui arrive ex aequo en tête, c'est mettre en place un outil interne pour les échanges et instaurer la culture du feedback. Aline, peut-être si tu veux répondre en premier sur ce sujet. Ouais, carrément. Je suis hyper d'accord avec vos réponses, tout va bien. Concrètement, mettre en place un outil de communication interne, c'est sûr que ça va vraiment permettre de booster, d'améliorer la communication, ça c'est certain. La newsletter, ça peut être une réponse aussi. Ensuite, on voit que c'est une réponse un peu plus figée, puisque c'est une réponse très top-down, assez descendante. Là où justement, comme on le disait pendant ce webinaire, hein, les collaborateurs sont de plus en plus friands justement d'avoir du sens et donc de pouvoir apporter leur brique, de sentir qu'eux aussi sont écoutés. Donc, in fine, peut-être que même si la newsletter, c'est une super bonne première étape, pour aller plus loin, un outil de communication qui puisse permettre en fait une communication plus transverse également, ça va être une super pratique. Et deuxième élément, instaurer la culture du feedback, évidemment, ça c'est hyper important aussi. La problématique, c'est que souvent, le feedback, on le voit comme quelque chose de très top-down aussi dans les structures entre mille guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est la direction qui fait un retour au manager, qui fait un retour aux collaborateurs. Et en fait, l'idée, c'est plutôt d'encourager une culture du feedback qui soit plutôt beaucoup plus transversale, à savoir apprendre au manager, en fait, aussi de recueillir les retours que lui font son collaborateur et apprendre à chacun comment est-ce qu'on fait pour faire un retour qui soit constructif. Donc là-dessus, il y a la méthodologie, par exemple, Oscar, qui permet de faire des feedbacks qui sont extrêmement positifs, qui sont encadrés avec des exemples qui, du coup, ne sont pas personnels et qui vont permettre justement, que ce soit au niveau du collaborateur, entre pairs ou entre manager et collaborateur, en fait, d'entendre et d'accueillir un feedback comme quelque chose qui nous fait grandir plutôt que comme quelque chose qui est une critique, tout simplement. Merci beaucoup. Si tu veux rebondir, Juliette, sur ça, pour un mot de la fin sur ce quiz. Je suis alignée, je vais pas répéter, je suis alignée avec ce qu'a dit Aline. Juste effectivement sur le côté newsletter, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, savoir être dans l'agilité et adapter aussi ses pratiques. La newsletter, c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être considéré comme assez old school. Beaucoup de temps travaillé pour justement essayer de partager une information, mais finalement qui n'atterrit pas la plupart du temps sur la table. Donc justement,
pour pallier justement à ce côté newsletter, l'outil interne et donc la newsletter intégrée dans cet outil interne qui va permettre directement d'avoir l'information rapide, efficace, c'est à mon avis pour moi la newsletter New Age, quoi. Merci beaucoup, Juliette, pour ce complément de réponse. Alors, ce quiz est terminé. Donc, bravo à tous et à toutes pour la participation. C'était un plaisir d'avoir vos réponses sur ce sujet et de pouvoir les commenter ensemble. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, juste pour conclure avec vous sur ce qui a pu être dit, je vais tâcher de résumer ce que nous ont partagé nos intervenantes. Donc, Aline est revenue avec vous sur cette nouvelle volonté qui a émergé depuis quelques années maintenant sur cette société du travail qui se développe plutôt vers une société du loisir, sur le besoin qu'ont les gens maintenant d'avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cette culture de la performance à outrance qui est devenue une problématique pour nous, puisque c'est venu impacter l'engagement au travail. Cet engagement qui est également impacté par le fait qu'aujourd'hui, on manque de sens au travail. On a du mal à comprendre nécessairement le pourquoi on fait ce qu'on fait. On remarque donc que une des premières solutions qui a été donnée aujourd'hui par Juliette, c'est l'écoute, et par Aline aussi d'ailleurs, c'est l'écoute collaborateur. Donc, c'est vraiment un élément qui est revenu énormément sur le fait de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les collaborateurs aujourd'hui peuvent être en mal-être dans les organisations. Puisqu'effectivement, ce mal-être va en plus venir impacter la productivité dans les organisations et ça leur coûte très cher actuellement. C'est aussi important, ce qu'on retient, c'est de mieux comprendre les motivations de nos collaborateurs, d'être en capacité de reconnaître ce qu'ils ont pu réaliser et de les récompenser. Et Juliette avait notamment terminé sur le leadership positif, donc bien équiper ses managers pour être un relais et un exemple pour l'ensemble de l'organisation, avec également cette dimension de transparence qui est hyper importante aujourd'hui comme levier de performance dans les organisations. Ce qu'on retient alors, c'est l'importance de la culture de l'entreprise, l'importance de la communication, donc on l'a évoqué aussi à travers la culture du feedback, et bien évidemment rappeler que tous ces différents changements peuvent venir être outillés avec des outils comme Zest ou comme TalkSpirit ou encore HolaSpirit. Donc, c'est des outils qui viennent en support à votre accompagnement. Donc, ce n'est pas la solution finale, mais c'est un moyen d'arriver à votre solution, disons. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur nos différentes solutions, que ce soit Zest Me Up ou que ce soit TalkSpirit et HolaSpirit. Ce sera un plaisir aussi pour nous d'y répondre. Et il me semble qu'on n'avait pas nécessairement d'autres questions dans le chat. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée, une belle fin d'année et on se retrouve très vite pour peut-être de nouveaux webinaires, mais en tout cas, de nouvelles aventures. Merci beaucoup encore à nos intervenantes et je vous dis à très vite. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.